Depuis 2-3 ans, je crois, le monde du foot s'est engagé dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Vous savez comment ils ont fait? Ils ont dit, vous savez quoi? Le 17 mai, on va demander à nos joueurs de porter des brassards avec un arc-en-ciel qui ressemble pas trop à un arc-en-ciel non plus, pour montrer qu'on se mobilise en fait. Que le 17 mai par contre. Et du coup, chaque année, forcément, tu as des joueurs qui refusent de le porter parce qu'ils sont homophobes. Et du coup, ça fait un drama. De tel joueur a refusé de porter le brassard. Mais quand est-ce qu'on arrêtera avec l'homophobie dans le foot? Regardez, ces sales joueurs de foot qui ne sont que des sportifs décérébrés, souvent arabes, devrais-je souligner, et musulmans, qui refusent de lutter contre l'homophobie. Alors que nous tenons tant à protéger nos frères et sœurs homosexuels contre les LGBTQIA+, phobie, des gens qui n'aiment pas les homosexuels. Et regardez ces sales homophobes, arabes et musulmans qui n'aiment pas les homosexuels. Je suis choqué. Donc là, on a le nouveau truc de regarder Mostafa Mohamed sort du silence et assume ne pas vouloir jouer encore une fois lors de la journée contre l'homophobie. Certaines valeurs profondément ancrées liées à mes origines et ma foi rendent ma participation à cette initiative impossible, ce choix est personnel, etc. Donc regardez ce musulman qui est homophobe et qui dit que l'islam est homophobe. C'est la preuve qu'il ne faut pas aimer les musulmans. Regardez les LGBT, à Gaza, on vous jetterait d'un immeuble et je me brûle chaque soir en fantasmant de vous voir mourir comme ça. Sachant que, pendant ce temps, Stade Français, un dirigeant de la section féminine, accusé de propos lesbophobes et sexistes. Bon, ça, c'est en rugby, je crois. En danger en top 14, le Stade Français connaît actuellement... Oui, c'est ça, le Stade Français, c'est rugby. Connaît actuellement une affaire extrasportive. Mediapart nous apprend ce vendredi qu'une plainte au pénal, pour homophobie a été déposée contre un dirigeant de la section féminine du club parisien. Parce qu'en fait, concrètement, c'est quoi ce truc de brassard à la con? Il y a plein de façons de lutter contre l'homophobie. Un des premiers aspects, c'est de faire en sorte que tout au long de ta carrière de footballeur, toute ta vie, quand t'es un petit jeune, que t'es en centre de formation, etc., on ne traite pas de pédé dès que tu cours pas assez vite. Ça, je pense déjà que les adultes qui entourent les jeunes, puis ensuite les patrons qui entourent les joueurs, ne fassent pas précisément de l'homophobie une arme pour élever des mecs à la trique de leur masculinité. Particulièrement l'animalisation, etc. Parce que bon, alors les gens ils disent oui, regardez, l'islam est homophobe, c'est la preuve que l'islam n'est pas compatible, etc., etc. Vous inquiétez pas que les chrétiens aussi sont homophobes, tout le monde est homophobe globalement, hein. C'est pas nous, vous allez nous la faire. Mais surtout que les prétextes religieux qui sont mobilisés, etc., très souvent viennent aussi masquer simplement une construction de la masculinité qui se fait par l'homophobie, puisque en fait, comme je vous disais tout à l'heure, l'homophobie est une question de genre, et que du coup, la construction de la virilité se fait en opposition à l'homosexualité, puisque en fait l'homosexualité c'est quoi? C'est renvoyer à la soumission, à la féminité, à la passivité, et donc à être moins qu'un homme, c'est-à-dire à être une femme, et donc c'est une déchéance vis-à-vis de la masculinité. Je vous fais, c'est vraiment sociologie, masculinité, 101. Et en fait, il y a de l'homophobie absolument partout dans le milieu du foot, de la part des entraîneurs. Pas que dans le milieu du foot, parce que là, on est aussi dans le rugby, de la part des dirigeants. On se rappelle de cette scène horrible où, face caméra, le président du club, je crois que c'était une joueuse espagnole, qui embrasse de force une joueuse espagnole, comme ça, en mode sans raison, quoi. Bref. Donc, il y a de l'homophobie, oui. Mais du coup, le prétexte d'utiliser la journée internationale de lutte contre l'homophobie pour foutre tout le focus sur les joueurs et la réaction qu'ils vont forcément avoir, parce que oui, il y en a, ils sont homophobes, oui, bonjour, oui. De mettre le focus sur les joueurs et sur leur homophobie pour bien détourner le regard des responsabilités réelles, parce que c'est des responsabilités, parce qu'en fait, les entraîneurs sont des éducateurs aussi. Quand tu passes toute ton enfance en centre de formation, etc., que toute ta vie est aménagée autour du fait que éventuellement tu seras parmi le peu d'élus qui pourra avoir une carrière professionnelle dans le foot, etc., les gens qui t'apprennent le foot sont tes éducateurs. Et eux, ils ont aussi une responsabilité qu'ils ne prennent pas. Et qu'ils peuvent d'autant plus se permettre de ne pas prendre que maintenant, ils peuvent pointer du doigt les méchants joueurs qui sont trop homophobes. Et ça, c'est une entreprise générale de déresponsabilisation. Et ce qui permet d'entretenir l'homonationalisme, c'est-à-dire une construction du rapport politique à l'homosexualité en lien avec un rapport à la supériorité nationale. C'est-à-dire que là, le message sous-jacent qui est passé absolument partout, c'est celui de Jordan Bardella, concrètement. Hein. Jordan Bardella qui dit « Je suis homophobe car islamiste » aurait été plus concis et clair. Donc en fait, ça permet de dire que
l'homophobie que la gauche a construit comme un problème, ok d'accord. Avant on était homophobe, mais maintenant ça la fout mal de le dire. Du coup on va dire qu'on est contre l'homophobie des Arabes. Donc en fait c'est une forme de politisation de l'homosexualité et de l'homophobie comme étant un enjeu de civilisation. C'est-à-dire une façon de faire entrer l'homosexualité dans la guerre de civilisation, le choc des civilisations, Samuel Huntington, tout ça, tout ça. C'est ça l'homonationalisme. C'est un recodage de l'homosexualité comme un bastion avancé finalement de la supériorité de la civilisation blanche, etc. Bastion qui sera instantanément détruit dès qu'ils seront au pouvoir, ne vous inquiétez même pas, mais bon. Après, on peut parfaitement imaginer un fascisme homocompatible. On peut l'imaginer. On n'a pas particulièrement de preuves de l'histoire ni récente ni lointaine que ce soit arrivé, mais oui, on peut imaginer, oui, oui. L'instrumentalisation de l'homosexualité à des fins nationalistes. J'ai pas envie de dire l'instrumentalisation, parce qu'il y a des homosexuels qui sont homonationalistes. Il y a des hommes gays, même des lesbiennes, hein, mais voilà, qui pensent leur homosexualité dans ces termes-là. Qui, très sincèrement, ont ce rapport-là à la lutte contre les violences, où les violences ne seraient que la faute des étrangers, parce que les étrangers sont étrangers à notre culture, du coup ils ne savent pas que dans notre culture, on a le droit d'être homosexuel dans notre vie privée, je sais pas quoi, etc. Et du coup, tu as beaucoup de gens qui construisent leur homosexualité dans ce rapport civilisationnel-là. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à parler d'instrumentalisation, mais plutôt d'une appropriation, un peu dans le même sens que le fémonationalisme. Il y a deux talkie oui que vous devez regarder là-dessus. Le talkie oui avec Gianfranco Ribuccini, où il parle d'homonationalisme, et le talkie oui avec Charlène Calderaro, où elle parle de fémonationalisme. Et notamment, toute sa thèse sur le fémonationalisme, c'est qu'en fait, il ne faut pas parler d'une instrumentalisation du féminisme à des fins d'extrême droite, etc., mais plutôt d'une appropriation du féminisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste que tu vas prendre le féminisme qui est un truc à côté et tu vas dire ah oui, ça je le prends et j'instrumentalise. C'est tu vas recoder le féminisme de façon à ce qu'il rentre dans le fascisme. Donc, par exemple, typiquement, tu vas garder du féminisme uniquement l'idée de la violence faite aux femmes et tu vas recoder la violence faite aux femmes comme étant purement racialisée. Donc tu vas dire le féminisme, c'est lutter contre la violence faite aux femmes, donc les femmes sont des victimes soumises, et les gens qui leur font la violence, c'est les étrangers. En fait, c'est du recodage. C'est-à-dire que tu vas aussi transformer ce qui est socialement considéré comme le féminisme en faisant ça. Et donc l'homonationalisme fait aussi ça. L'homonationalisme, comment elle appelle ça déjà, Sarah Faris, crée un nouvel agencement où il propose de penser l'homosexualité comme étant compatible avec le fascisme. Et donc pour ça, du coup, ça signifie enrôler l'homosexualité au projet racial, xénophobe, etc. C'est ce que le national-socialisme avait échoué à faire avec le socialisme. C'est ça, c'était le même principe en effet du parti nazi avec le national-socialisme. Chaque 17 mai, c'est la même putain d'histoire. C'est que du coup, on a les fédérations de foot qui, ne voulant pas du tout faire le véritable travail qu'il faudrait faire pour adresser l'homophobie, parce que bah oui, en fait, pour adresser vraiment l'homophobie et la transphobie, il faudrait vraiment changer vos pratiques, votre philosophie, votre façon de faire, etc. Et ça, vous n'avez pas envie, parce que fondamentalement, ils sont homophobes. Hein. Mais du coup, donc c'est une façon pour les fédérations de se défausser de leurs responsabilités en responsabilisant les joueurs, du coup en mettant un surfocus sur l'homophobie des joueurs, et ce qui permet derrière, parce que comme souvent les joueurs sont pas particulièrement blancs, issus de classes bourgeoises, etc., bah, ça permet d'autant plus de faire passer, et en plus avec l'animalisation propre au sport, hein, ce ne sont que des jambes et des têtes et des bras, enfin des têtes pour faire des têtes, hein, pas pour réfléchir, qui doivent courir pour de l'argent, enfin globalement, enfin les joueurs de foot, ils ont beau toucher énormément de thunes, ils sont dans une situation où ils sont dominés par rapport aux gens qui les payent. Enfin, c'est un petit peu évident quand même dit comme ça. Mais ils sont dominés, animalisés. C'est une forme de jeu du cirque un petit peu 2.0, quoi. Bon, ils sont payés très très cher. Plus, j'imagine que après, tu pouvais faire fortune à l'époque en étant un gladiateur, mais bref. Ils ont beau faire fortune, c'est aussi leur corps qui est mis à l'épreuve et détruit aussi pour cette industrie. C'est des marchandises de luxe, exactement. Dans cette situation, les proprios remettent la faute sur, de fait, leurs marchandises, qui, du coup, généralement, comme toute marchandise de ce type, généralement est issue des classes plus populaires, des classes plus dominées, avec ce fameux rêve de devenir footballeur, etc., pour échapper à la pauvreté, etc., ce truc d'ascension sociale fulgurante, etc., qui, une fois que tu auras de la thune, si jamais tu as le malheur de mal te comporter, de péter un câble parce que tu gères pas le truc, etc., là, tu seras réanimalisé, on prouvera que vraiment, ils méritent pas toute la thune qu'on leur donne, franchement, c'est ça l'arabe. Bref. Toutes les polémiques sur les footballeurs et leurs différentes frasques, etc., sont totalement liées à ça. Hein. C'est un rappel à l'ordre social de, au fond, vous ne méritiez pas qu'on vous donne autant d'argent, donc soyez contents et soumettez-vous, en fait. Bref.
Et donc ça permet du coup de mettre la focus sur ces personnes-là, qui est donc déjà une population beaucoup plus racialisée, beaucoup plus issue de classe populaire, et donc de recoder l'homosexualité comme n'étant uniquement musulman, arabe, de classe populaire, à qui on n'aurait jamais dû donner ce micro-là, quoi. Pourquoi dans le sport, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus d'homophobie qu'ailleurs, pas que du foot. Alors, déjà, beaucoup de personnes insistent dessus, et aussi parce que le sport, c'est un espace de développement du corps et de confirmation des présupposés biologiques du sexisme. Dans le sens où, déjà, c'est un endroit qui est non mixte. Donc, c'est un endroit dans lequel hommes et femmes se développent socialement, culturellement, en vase clos. Et donc, dans lequel les normes de genre vont être d'autant plus renforcées. Et en fait, les normes de genre sont renforcées vers le masculin. C'est pour ça que le sport féminin, généralement, est observé à l'aune de la peur que les femmes se virilisent, et donc qu'elles soient plus baisables, qu'elles soient trop lesbiennes. C'est généralement un rapport à la disponibilité sexuelle des femmes. C'est que du coup, si une femme est un petit peu trop masculine, parce que bah oui, le sport, ça développe ton corps, et que du coup, tout ce qu'on considère comme les attributs de la virilité, bah oui, seront liés à ça, parce que la virilité est construite comme liée à ça, etc. Enfin bref, bah du coup, ces attributs de la virilité seront liés du coup à une espèce de faillite des femmes à être des vraies femmes, c'est-à-dire être disponibles sexuellement, etc. C'est pour ça qu'elles vont être renvoyées à pas baisables, lesbiennes, etc. etc. Il n'y a rien qu'à voir le harcèlement misogynoir que se prend notamment Serena Williams. À l'inverse, du coup, chez les hommes, sachant qu'en effet, donc, que le sport est lié du coup à ce qui a été construit comme le développement de la virilité, hein, toutes les valeurs du guerrier qui se développent, etc. Notamment même le rapport assez individualiste, hein, qui se développe énormément dans le foot avec le mercato. C'est-à-dire que on a beau dire oh là là, le sport c'est un esprit d'équipe, mais quand tu as des mercatos avec un mec individuel qui est payé ultra cher pour rejoindre un club, etc. Bah ça casse le rapport au collectif, puisque bah il y a ce joueur star là qui est là, du coup on va toute la focale sur lui, quoi. Donc même, y compris l'industrie même qui est derrière les sports collectifs, particulièrement l'industrie du foot, casse aussi le rapport collectif au jeu, qu'on trouve d'ailleurs beaucoup moins dans d'autres sports qui sont moins médiatisés, etc. Bref. Mais oui, et donc dans les vestiaires, la masculinité s'exprime. En fait, la masculinité est construite au travers de ce rapport-là au corps. Et donc, comme je le disais, tu vois, c'est qu'en fait, forcément, ça va davantage s'exacerber. Comme la masculinité est construite par opposition à la féminité, à la passivité, tous des traits qui sont liés, enfin qui sont associés à l'homosexualité, bah, l'homophobie va être une preuve que tu es un sous-homme, que tu n'es pas un vrai mec, que du coup, tu n'as pas ta place, particulièrement dans un milieu ultra compétitif, etc. etc. C'est pour ça qu'on a l'impression de davantage voir l'homophobie dans le sport. D'une part, parce que le sport est l'espace par excellence en fait de construction des normes de la masculinité, et de la masculinité spécifiquement. Les normes de la féminité quand on parle de la gymnastique et du patinage artistique si vous voulez, mais de la masculinité spécifiquement. C'est là où la déviance vis-à-vis de la masculinité va beaucoup plus se voir et va beaucoup plus être surveillée. Le genre est un truc de construction, du coup dès que tu es un peu mal construit, bah, du coup tu vas davantage être réprimé parce qu'il y a une beaucoup plus grande intensité justement de la pression à performer son genre. Donc le moindre écart va être sanctionné, et donc ça va être davantage intériorisé par les personnes. Mais en réalité, l'homophobie est absolument partout. Mais comme elle s'exprime de façon plus crue et brute, plus proche de nature, entre guillemets, plus proche de la structure en fait dans le sport, enfin du moins plus proche de la façon dont la structure s'exprime culturellement, on va dire, voilà. Bah du coup c'est là où ça va être le plus visible. Et ce à quoi, du coup, Edir Boumertit, député LFI NFP du Rhône, a raison répliqué que, donc, parce que du coup, Bardella qui dit ah là là, oui, ce joueur de foot qui est homophobe, car islamiste, etc. Donc, Bardella qui fait crari, défend les homosexuels. Donc, la reconversion de l'extrême droite française dans l'homonationalisme pour cibler les musulmans ne doit pas nous faire oublier qu'ils sont le camp de l'homophobie. Et donc, en rappelant aussi cet article de Street Press, le soir de la victoire de Bardella, donc la victoire aux européennes, le GUD sort cassé du PD. 4 militants d'extrême droite sont jugés ce 12 juin au tribunal de Paris pour agression homophobe. Ce sont tous des néofascistes du GUD, issus pour certains des familles militantes du RN. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au soir de la victoire des européennes, parce que donc le RN était arrivé en tête des européennes, on rappelle, juste avant la dissolution, il y avait eu des groupuscules et des bandes fascistes qui étaient partis faire des ratonnades, aller casser du PD, etc. dans les rues de Paris pour fêter la victoire, et en mode ah vous verrez quand Bardella il sera au pouvoir, quand Marine Le Pen elle sera au pouvoir, vous allez courir plus vite, quoi. Et là, l'effacement des lesbiennes dans le foot féminin, c'est un vrai truc aussi. Il faut voir les dernières photos des tenues dans l'équipe de France féminine. Oui, de fou. Mais parce que aussi, il y a un enjeu pour les gens qui ont la thune derrière le sport féminin, de ne pas trop avoir l'air que c'est un truc de lesbienne. Parce que si c'est un truc de lesbienne, les mecs hétéros, ils vont plus regarder. Déjà qu'on a du mal à convaincre les mecs de regarder le sport féminin, que le seul moyen qu'on a trouvé, c'est d'essayer de les rendre baisables, alors que désolé, mais en fait, les lesbiennes les trouvent déjà baisables, vous avez pas besoin de faire ça de plus. Mais du coup, comme il faut absolument les rendre baisables, faut pas trop qu'elles soient lesbiennes, parce que sinon, elles seront plus considérées comme sexuellement disponibles. Du coup, en fait, il y a tout un jeu dans le sport féminin où il y a beaucoup de lesbiennes dans le sport féminin.
Enfin, du moins, elles ont davantage la capacité d'être out, on va dire. Et résultat, il y a tout un truc des fédérations de sport où on va considérer que, oh là là, le fait de nous renvoyer au lesbianisme, c'est vraiment une attaque contre notre fierté et qu'en fait, vraiment, c'est honteux de dire qu'il n'y a que des lesbiennes. Vous inquiétez pas, elles sont bien hétéros. Hein. Elles sont très, très hétérosexuelles, nos joueuses. Hein. Vas-y, on va prendre la joueuse hétérosexuelle qui va être la seule de l'équipe pour dire, regardez, elles sont hétérosexuelles, nos joueuses. Hein. Elles sont sexuellement disponibles, ne vous inquiétez pas. En WNBA, il y a beaucoup de couples lesbiennes entre joueuses. Ah ouais, il y a du drama en WNBA. T'as des couples lesbiennes entre joueuses. Parfois, elles se séparent. Et ensuite, elles vont jouer pour différentes équipes. Et du coup, la meuf, elle est avec sa nouvelle meuf dans une équipe. Et elle se bat contre l'équipe où il y a son ex. Et du coup, il y a du bif. Et du coup... Le drama queen de la WNBA, c'est incroyable. Je vois régulièrement passer ça sur TikTok. Je suis fasciné. Les mecs, ça se turbo-branle sur des pornos lesbiens. Oui et non, parce que le porno lesbien est aussi un porno qui est pensé pour le regard et les fantasmes masculins. Quand tu regardes le porno lesbien pour les lesbiennes, je vois difficilement quel hétéro peut se branler là-dessus. Enfin, à moins d'être un hétéro très ouvert, hein, tu me diras, il y a bien des meufs hétéros qui se branlent sur du porn gay, tu vois. Hein. Mais si vous voyez du porn lesbien avec des meufs ultra femme, qui se caressent, machin... C'est du porn pour hétéro, c'est pas du porn lesbien. C'est juste, on fout deux meufs à poil et rincez-vous l'œil. C'est le vrai porn lesbien, c'est pas exactement comme ça. D'ailleurs, je me suis toujours demandé pourquoi il y a autant de lesbiennes dans le sport. Bah, tout simplement parce que quand tu grandis, que t'es une meuf un peu masculine, un peu plus... Quand je dis masculine, c'est que toutes les lesbiennes sont pas forcément masculines, mais disons que l'homosexualité, c'est pareil pour la féminité chez les hommes gays. L'homosexualité te pousse davantage à remettre en question les codes du genre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les codes du genre, quand tu les apprends, sont fondés sur l'hétérosexualité, qu'une fille, ça doit ressembler à ça pour attirer des garçons, bah du coup, dès qu'il n'y a plus la dimension pour attirer des garçons, bah ça doit ressembler à ça devient un petit peu caduque. Donc les lesbiennes vont davantage se construire dans une remise en question aussi des normes de la féminité, ce qui va davantage les ouvrir ou du moins davantage les décomplexer, leur permettre de trouver aussi un espace de liberté dans le sport. Puisque, encore une fois, comme je vous le disais, le sport féminin est une contradiction dans les termes. Dans le sens où le sport développe des capacités et des attributs du corps qui vont à l'encontre des normes hétérosexuelles de la féminité. Donc les lesbiennes vont davantage s'y retrouver. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a plus de lesbiennes dans le sport. C'est pas tant parce que les lesbiennes sont plus sportives, mais qu'elles vont être moins complexées vis-à-vis de leur propre identité, à l'idée de se projeter justement dans le rapport physique, on va dire, qui va à l'encontre du coup des normes de la féminité, etc. Tous les dramas autour du volet féminin, parce que on leur oblige à foutre des putains de culottes, alors que c'est objectivement plus confortable d'être en short pour faire n'importe quel... Bref, genre tous les trucs vraiment où en fait, le beach volley, non, c'est pour que les mecs ils se rincent l'œil en fait. C'est pas pour que les meufs elles soient athlétiques, qu'elles gagnent, qu'elles se dépassent, etc. Non, non, non. Il a commencé à avoir un petit peu une remise en question de ça en gymnastique. Mais c'est un peu la vie dure. Mais il est juste au corps. T'imagines que t'es là, t'es une turbo-gymnaste, etc. Tu t'élances sur le cheval d'arçon. Tu dois réfléchir à comment tu gagnes ton corps, les micro-trucs qui vont faire que ta vrille elle sera parfaite, etc. Et tu dois aussi penser au fait que, ah putain, j'espère que mon juste au corps, il est bien placé sur mes fesses et qu'il ne me rentre pas trop dedans et qu'on voit pas trop mon entrejambe et que j'ai pas trop de poils à l'entrejambe parce que sinon, voilà, est-ce que je suis bien maquillée, etc. Ah, ça, et à 15 piges, foutez-leur des shorts. Genre, c'est pas grave. Au pire, ce qui est intéressant, c'est la perfection de leur vrille. C'est pas de voir leur cul pendant qu'elles sautent. De toute façon, elles vont trop vite pour qu'on voit leur cul, en fait. Genre, allô. Bref. Mais c'est effrayant quand tu fais du sport, notamment du sport en type gymnastique, etc., quand t'es une fille. Le premier truc que tu apprends, c'est à faire un chignon. C'est pas à faire une roue. Tu vois, genre, c'est. Enfin, je force, mais enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. C'est comme. Je regardais la série documentaire de Simone Biles, etc. Genre, c'est vraiment en mode. Ah, et vraiment, la vanne numéro 1 que font les gymnastes femmes, c'est oh là là, vraiment, les mecs, ils ont trop de chance parce que nous, quand on va en compétition, on doit se lever à 5h du mat pour faire notre maquillage pour qu'ils tiennent. Et oh là là, les mecs, ils peuvent dormir plus longtemps. Oui, oui, c'est un problème, oui. Oui, c'est. Oui, vous ne devriez pas vous priver d'heures de sommeil juste pour vous maquiller pour le plaisir des caméras, en fait. Genre, on devrait vous laisser tranquille avec ça. Pareil en natation synchronisée. Alors, c'est génial, elles ont dit maquillage waterproof, etc. Mais elles sont maquillées. En patinage artistique aussi. Parce que c'est important, tu comprends. En patinage artistique, c'est là où c'est le pire. Moi, c'est pour ça que le patinage artistique féminin, j'ai beaucoup de mal. C'est que je regarde beaucoup plus le patinage masculin. Bon, c'est...
Aussi parce que voilà, j'aime bien les mecs, hein, voilà, on va pas se mentir. Je n'ai pas que des raisons purement sportives de regarder le patinage artistique, même si j'apprécie et j'admire énormément ce sport en tant que tel. Et voilà. Mais oui, c'est aussi que genre il y a énormément de choses dans le patinage féminin qui privilégient le fait d'être jolie au fait de faire des choses impressionnantes physiquement. Dans le sens où on va davantage encourager les meufs. Ça va beaucoup plus être important pour les meufs de sourire pendant qu'elles patinent que pour les mecs, par exemple, où eux, ils ont le droit de faire des têtes bizarres, d'être concentrés, d'être en mode machin truc, etc. Les meufs, non, il faut toujours sourire, etc. Pareil dans les suites de pas, les suites de chorégraphie, etc. Il va y avoir des éléments qui sont moins, pas moins techniques, mais on va dire qu'ils vont moins show-off, enfin qui vont moins être visuellement impressionnants que les mecs, parce qu'il faut qu'elles fassent leur jolie arabesque. Alors c'est incroyable, franchement les arabesques elles sont très très stylées, genre franchement être sur une jambe, etc., en équilibre, etc. Mais par contre à l'inverse les mecs ils pourront pas le faire. Les seuls mecs quand ils patinent qui font une arabesque, tu sais genre tu te mets que sur une jambe, tu lèves l'autre pied et tu patines comme ça, etc. Ce qui est ultra technique, hein, by the way, c'est que les patineurs gays qui font ça. C'est que les Jason Brown, etc. Mais genre, et en fait t'as vraiment des espèces de figures imposées où du coup les meufs elles peuvent pas juste faire des trucs stylés et puissants. Elles sont obligées d'être délicates et jolies. Et genre, c'est un truc, je trouve, qui va énormément au détriment de la diversité un petit peu des expressions, parce qu'en fait, ça fait que dans le patinage masculin, même si tu te fais traiter de péché, t'as un champ d'expression qui est beaucoup plus large. Tu peux... C'est compliqué, hein, le milieu du patinage, hein, pour les mecs. C'est ultra homophobe, étrangement. Mais tu peux beaucoup plus aller chercher dans ce répertoire de la grâce, de l'élégance, etc., là où les femmes ne peuvent pas aller dans le répertoire de la force et de la puissance. Généralement, elles se font tailler quand elles font ça. Du coup, ça fait que ce déséquilibre crée une plus grande liberté dans le patinage masculin, que les mecs prennent pas forcément. Hein. Les mecs aussi, parfois, surtout là, les saisons précédentes, je les ai trouvés un peu rébarbatifs et ils font un peu toujours les mêmes choses aussi. Hein. Je veux dire, les mecs n'échappent pas forcément à celle-là. Mais comme ils ont davantage cette liberté, ça fait que parfois ça fait émerger un patineur qui fait avancer le sport de fou. Là où les meufs, c'est juste impossible, quoi, parce qu'au stade de ton coach et ton chorégraphe, ça passe pas. Point barre. Enfin voilà, ce qui clôt un petit peu le truc homonationalisme, 17 mai, etc. Comme ça, on aura parlé un petit peu de la journée internationale de lutte contre la LGBTI-phobie. Et en même temps, on aura parlé un petit peu de l'homonationalisme, des instrumentalisations et de sport. Enfin voilà, c'est sympa, c'est un petit... Ça clôt un petit peu le sujet, l'homophobie, le foot, etc. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.